On Merci. est ensemble pendant 45 minutes, hein, voire un petit peu plus s'il y a beaucoup d'échanges, sur un sujet qui nous est apparu, Didier et moi, tout au long de notre activité en 2025 et encore avant, c'est que dans beaucoup de sujets, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins. Et c'est lié au fait qu'on constate que les équipes, les managers, les chefs de projet sont beaucoup dans l'urgence et dans la réactivité. Et donc aujourd'hui, on va vous partager dans ce webinaire des éléments de contexte, des bonnes pratiques et on va aussi en profiter avec vous pour voir quoi faire et comment faire. Donc pendant ce webinaire, on va vous solliciter à plusieurs moments pour avoir vos retours d'expérience. Donc, d'ores et déjà, hein, dans le chat, dans la conversation, notez vos questions, vos attentes, vos situations à traiter. Soit on les fera au fil de l'eau, soit on prendra du temps à la fin pour répondre à vos différentes questions. Alors, en attendant que vous puissiez vous exprimer dans le chat, donc pour animer ce webinaire, on sera deux. Jérôme Boquet, que je présente, de l'organisme de formation EICOS Concept, et moi-même, Didier Ortega, cofondateur du cabinet de conseil Change Storming. Alors, Change Storming, rapidement, une équipe d'une quinzaine de personnes dédiée à la réussite des projets de transfo, de lead de projet, d'organisation ou digitaux. On travaille effectivement sur le lead de projet organisation et digitaux, le pilotage du volet aussi accompagnement conduite du changement, la formation, notamment la formation dédiée aux chefs de projet, à la conduite du changement, et puis l'organisation et animation d'ateliers à impact de type kick-off. On intervient dans le secteur financier, banque assurance, l'énergie, la distribution, les médias, l'industrie. Alors là où on est très complémentaire de Chainstorming, c'est qu'on a un organisme de formation et on intervient pour renforcer la capacité des acteurs et depuis longtemps. Et on intervient aussi bien sur les moyens de la formation, de la facilitation, des parcours pédagogiques, du digital learning. On est aussi des experts de la gamification, c'est-à-dire l'usage des pédagogies actives et des éléments du jeu pour renforcer l'efficacité. Et depuis des années, on intervient sur des sujets et là, on est complémentaire, c'est que les équipes de Didier vont intervenir sur accompagner les chefs de projet et nous, on va intervenir sur renforcer la capacité des acteurs dans l'entreprise à réussir les projets. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter notre vision complémentaire. Hein. Nous, on intervient plutôt sur les compétences et Didier intervient plutôt sur le process, l'organisation, mais il y a vraiment une vraie complémentarité. Alors, aujourd'hui, le monde change à une vitesse sans précédent. Les transformations technologiques, environnementales, sociales, c'est plus une option, mais c'est une nécessité. On a trois leviers pour y faire face. D'abord, s'adapter en permanence, via l'innovation, via l'anticipation pour rester compétitif. Ensuite, la collaboration, briser les silos, travailler ensemble, que ce soit en interne ou en externe. Et ensuite, l'actualisation des compétences, apprendre, désapprendre et réapprendre en continu, parce que les savoirs d'hier, bah, ils ne suffisent plus. Donc, la question n'est plus de savoir si on doit changer, mais comment on doit le faire. Et vite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bien, pour cela, on a des équipes qui sont engagées. La motivation et l'implication sont bien présentes au quotidien. Les collaborateurs sont prêts à se dépasser, à innover. Très bien. Ensuite, les managers, aujourd'hui, font de leur mieux. Ils mobilisent toute leur énergie pour faire avancer les projets, pour soutenir les équipes, pour répondre aux attentes toujours plus pressantes. Leur engagement est indéniable, mais il est souvent mis à rude épreuve par la multiplication des priorités et des sollicitations. Enfin, on a des projets qui se multiplient. Et vous le voyez hein, sur l'image, on est sur un empilement de projets, des initiatives, des transformations qui se succèdent, un rythme important. Chaque projet part d'une bonne intention, mais c'est leur accumulation qui peut créer un sentiment de confusion, une dispersion des ressources. Aussi, malgré cette énergie collective, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des efforts investis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des équipes qui se donnent chaque jour au maximum d'elles-mêmes. L'énergie est là, palpable, les collaborateurs s'investissent. Les talents sont présents, l'expertise ne manque pas, mais on a un paradoxe. Malgré cette énergie et ces compétences, on est souvent en mode urgence, réactivité permanente. Ce fonctionnement semble être devenu la norme. En fait, c'est un piège. On va le voir, il nous enferme dans un cycle dans lequel on court sans cesse après le temps, où les priorités changent constamment. Le résultat, c'est un mode de ce travail qui est structuré par cette urgence, qui finit par épuiser les équipes
qui va diluer les efforts et surtout qui va empêcher l'organisation d'avancer sereinement vers ses objectifs stratégiques. On passe son temps à éteindre des incendies plutôt qu'à construire l'avenir. Alors on va voir ce cercle Alors, vicieux. alors, il est clair que le cycle de l'urgence a pendant des milliers d'années été extrêmement bénéfique à l'humanité pour survivre. Hein, tout à coup, il y a une menace, il y a un risque, il y a un danger, un lion, un loup, un éboulement. À ce moment-là, interprétation automatique, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Qui me mobilise, montée en stress, système d'alarme, je me mobilise, je suis prêt à bondir, je suis prêt à fuir, je suis prêt à attaquer. À ce moment-là, j'ai une réaction qui est adaptée. J'ai dépassé le danger, tout va bien, je reviens à l'état d'avant et je me dis, bah, quand il y a un danger, il faut que j'attaque, il faut que je fuis, il faut que je cours. Quand il y a une urgence, il faut que trois petits points. Et donc ce phénomène qui, à court terme et de façon temporaire, peut être bénéfique, va amener une vraie difficulté, c'est qu'on a actuellement beaucoup d'équipes qui sont dans ce comportement. Et dans ce comportement, bah, on a une capacité cognitive limitée. C'est normal. Hein, on fait plein de choses en même temps, on zappe, on change de sujet, on répond à un mail pendant qu'on est en réunion. Moralité, on va disperser notre attention. Et puis, bah, le côté stress nous amène à privilégier ce qui est devant nous par rapport à ce qui est plus tard. Je vais répondre à un mail urgent et reporter le fait d'échanger avec un collègue ou un collaborateur. Et puis c'est clair, hein, quand on est dans l'urgence, on va aller sur les choses qu'on connaît déjà. Et donc c'est très bien le nouvel outil, le nouveau process qu'on m'a montré, mais bah, ça va être plus rapide et plus simple pour moi de faire ce que j'ai déjà fait. Et à ce moment-là, on va voir apparaître tous les résistances au changement qui sont en fait bah, je vais plutôt privilégier ce que je sais déjà faire plutôt qu'un futur qui me paraît lointain. Imaginez un instant, on est samedi matin, 11 heures, prenez le départ d'une course et ça fait longtemps que vous vous préparez à ça. Vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, vous êtes entraîné pour cette distance bien spécifique. Vous mobilisez toutes vos ressources, temporairement. C'est fatigant, mais c'est gérable et puis c'est stimulant. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si cette course, elle ne s'arrête jamais? Si chaque jour, chaque heure, devant une succession d'urgences, c'est là qu'on va glisser dans l'urgence permanente. C'est comme si on demandait à un athlète de sprinter, mais sans jamais vraiment s'arrêter. On n'est plus dans un mode exceptionnel, on est dans un mode de fonctionnement par défaut. Comme le hamster dans sa roue qui a l'illusion d'avancer, mais en fait qui fait du surplace. Maintenant, on va zoomer sur le quotidien pour voir les dangers majeurs. Premier danger, et pas des moindres, la fatigue des équipes. Il y a une étude récente en France qui montre qu'il y a 34% des chefs de projet qui se disent au bord du burn-out. Donc, quand l'urgence s'installe dans la durée, l'épuisement aussi. Les managers qui sont en mode amortisseur et parfois en mode punching ball, où tout devient urgent, où ils passent leur temps à absorber la pression des équipes et de leur hiérarchie entre le marteau et l'enclume. Ils sont plus leaders, ils sont plus pilotes, ils sont des pompiers qui courent. Des managers en mode survie, ça veut dire moins de vision, moins de stratégie et surtout moins de sens pour les équipes. Et enfin, pas des moindres, les décisions court-termistes. On est en mode urgence permanente. La tentation, bah, elle est grande de privilégier des solutions immédiates, celles qui calment sur le moment. Mais les choix stratégiques, eux, ne se font plus. Et à moyen long terme, c'est toute l'organisation en fait qui va hypothéquer son avenir. Premier danger, des projets fragilisent et quand tout devient urgent, les initiatives stratégiques passent à l'as. Deuxième point, des changements épuisants. Des transformations organisationnelles, quand elles sont malmenées ou trop rapides, elles vont finir par s'enliser. Donc, au pire, elles vont créer une résistance passive et c'est l'organisation qui stagne. Enfin, les formations deviennent peu transformatrices. On a insisté sur le fait de devoir agir à différents niveaux. On va revenir encore là-dessus, mais au niveau individuel, lorsqu'on forme dans l'urgence, on coche des cases, mais on ne va pas transformer les pratiques. Donc, les apprentissages restent théoriques, superficiels, et ils ne vont pas pouvoir s'ancrer dans la durée. Bon, alors là, on va nous parler du pire, de la situation, hein, mais c'est vrai que si on regarde au quotidien, hein, on vous a mis au milieu la matrice d'Eisenhower qu'on a un peu modifiée. Hein. Plus je vais aller à droite, plus c'est urgent, plus je vais aller en haut, plus c'est important. Et le risque
bah, c'est d'être tout le temps dans la réactivité. Et on m'a formé, on m'a appris un truc super, sauf que je reviens dans la vraie vie, qui elle est en mode urgence. Et puis bah, j'ai pas le temps de pratiquer. Et puis la courbe de l'oubli va faire que très rapidement, ce qu'on m'a appris ne va pas être efficace. Or, ce qui va être important, hein, c'est de retrouver individuellement et collectivement des moments à valeur ajoutée qu'on a mis à gauche. Hein. Combien on a de participants qui nous disent, bah, j'ai pas le temps de penser, j'ai pas le temps d'avancer, et puis prioriser. Tout ça, ça va être des moments planifiés. Exploiter le passé. On accompagne beaucoup d'équipes dans ce qu'on appelle des team learning, c'est-à-dire des moments où l'équipe se pose pour améliorer le jeu. Et c'est impressionnant le nombre d'équipes qui font des réunions sur le quotidien, en mode un jour sans fin, c'est-à-dire tous les jours on vit la même journée. Et puis à un moment donné, quand on se pose pour améliorer le jeu, ils nous disent, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Alors attention, à ce moment-là, il faut avoir des ambitions réalistes. Il n'y a rien de pire que de tout changer. On va aller sur des choses progressives qui vont faire qu'on va retrouver de la bande passante et du temps à valeur ajoutée. Parce que ce qui va être important, hein, le run permanent, c'est qu'on va passer 80% de notre temps à faire des choses en urgence, à éteindre des feux. Alors, on crée de la valeur ajoutée parce qu'on résout des crises, parce qu'on résout des problèmes. Et on y arrive, hein, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de la journée de tout le monde. Le risque, c'est au bout d'un moment, à être toujours dans ce phénomène, on s'épuise. D'accord? Et si on regarde, hein, voilà, si on regarde une courbe par rapport au changement quel qu'il soit, hein, la situation actuelle, puis à un moment donné, il y a un changement, il y a ce qu'on appelle la fameuse vallée du désespoir. J'ai perdu mes anciens repères et j'ai pas encore les repères futurs. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment aller vers finalement cette vallée du désespoir est la plus courte possible. Alors on le sort plutôt par le haut. Un, on a réussi à mettre en place des choses qu'on voulait mettre en place. Et deux, on se dit, bah, je suis capable dans le futur de réussir. Bah, si on n'a pas de temps, comme on est résilient, beaucoup de gens vont prendre sur eux, ils vont finalement revenir à un état à peu près satisfaisant. Mais comme le nombre de changements augmente, ah pardon, j'ai avancé un peu vite. Comme le nombre de changements augmente, bah, il y a un risque qu'on aille vers un futur dégradé. On ne se sent pas capable. Parce que comme on est câblés, nous humains, à se souvenir principalement de nos échecs, des éléments négatifs, on a beaucoup de personnes très compétentes qui ne se sentent plus capables, qui se disent on va pas y arriver. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, et vous êtes là et vous avez de l'expérience, en tant que pédagogue, ça fait longtemps qu'on sait que notre rôle n'est pas forcément d'apprendre des choses nouvelles, c'est aussi d'aider nos apprenants à partager, à échanger, à mettre des mots. Donc on va vous solliciter dans la conversation, dans le chat. Je vous ai mis à gauche un modèle, hein, qu'on appelle le cycle de Kolb. On vit des expériences, mais ce qui est important, c'est de les débriefer, d'en tirer des enseignements et de mettre en application. Et on va vous proposer, dans le reste du webinaire, d'être sur les éléments du bas. Mais vous, hein, c'est quoi vos bonnes pratiques, vos conseils, vos suggestions pour sortir de l'urgence? Et on verra si on a les mêmes. Allez-y, on vous laisse 2, 3 minutes pour nous mettre dans la conversation vos bonnes pratiques. Alors, mettez-nous des choses explicites, hein. Si vous dites s'organiser, bah, ça manque un peu de concret. Voilà. À vous. Et on vous fera un retour, hein, de ce que vous avez mis, de façon à ce que vous en bénéficiez. Et il faut que j'arrête d'appuyer sur l'écran parce que ça fait tout bouger. Alors, pour moi, il faut pouvoir s'autoriser de sortir de l'urgence. Il faut appui officiel des managers. Oui, Mm. oui, oui. Diminuer le nombre de réunions. Ah, formidable. La réunion est en France. La réunion est un super moment à condition que ça soit efficace. Voilà, d'autres, hein, il y avait ce matin un article sur les réunions. C'est pas tant la réunion que ce qu'on y fait. Mettre en place des rituels de Effectivement. lancement de journée. Mm. Absolument. Hein, on définit. Attention, hein, on va le voir après. Oui, les délits, le briefing du matin, c'est bien, à condition d'avoir Mm. des moments où on sort de ce quotidien. Savoir dire non. On va le voir, on va le bosser. On va en Savoir bien parler, oui. dire non. Mm, Hein. mm, mm. Bloquer des temps pour traiter un dossier de fond. Absolument. Et c'est là où le télétravail, à condition d'en avoir et de savoir s'organiser sans les flux extérieurs, peut être très bénéfique. Il y a des gens qui arrivent très bien et d'autres moins. Et on verra qu'il y a une technique, hein, qui est connue, qui s'appelle Pomodoro. Mm. Oui, faire la différence entre ce qui nécessite une réunion et ce qui est de la communication. Je le dis à haute voix parce que ceux qui regardent la vidéo, c'est pas sûr que vous voyez les commentaires. Déléguer certaines tâches aux autres collègues. Oui. Hein, ou en tout cas se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Hein. Ok, top. Alors vous continuez à écrire. Hein, Mm. on reprendra ces éléments et on vous fera un retour. Donc, Didier, à toi.
Oui, alors, comment on fait? D'abord, du Ah, point de mais, vue individuel, excusez-moi. on ne va pas sortir de l'urgence uniquement par un effort individuel. Pensez que c'est à chaque individu de mieux s'organiser pour gérer l'urgence. Demander à des personnes déjà submergées de faire des efforts sans changer le système, c'est comme demander à quelqu'un en fait de nager alors qu'il est pris dans le courant. Ça marche pas. En tout cas, ça ne suffit pas. L'urgence permanente, c'est un problème structurel et pas seulement individuel. On ne sort pas, on en sort par des choix collectifs structurés. Ça veut dire que pour sortir de l'urgence, il faut des décisions conscientes, partagées, sur ce qui mérite vraiment l'attention. Ça signifie qu'il faut identifier cela ensemble, au niveau de l'équipe, au niveau du service, au niveau de l'organisation. Quelles sont nos priorités réelles? Quelles sont les fautes d'urgence? Donc c'est vraiment un travail d'équipe, de hiérarchisation, et il faut dire aussi parfois de renoncement. Je vois aussi en complément, hein, dans le chat, déléguer certaines tâches aux autres collègues. C'est une forme de renoncement. André, la délégation, oui, attention à ne pas coller un singe sur le dos des collègues. Effectivement, ça doit se faire de manière collaborative et consentie. Et puis, la troisième étape, en fait, c'est une action coordonnée à plusieurs niveaux. Pour que ça marche, il va falloir agir simultanément sur quatre plans: l'individu, l'équipe, l'organisation et la gouvernance. Une intervention sur un seul niveau va pas suffire. En fait, c'est comme essayer de réparer, je sais pas, un mécanisme de montre. On va toucher qu'à une seule roue édentée. Le système va continuer à dysfonctionner. Donc, il faut vraiment qu'on puisse aligner ces quatre niveaux, créer une dynamique vertueuse pour que l'urgence ne soit plus subie, mais maîtrisée. Donc, il faut retenir, hein, vraiment trois choses. L'urgence permanente, ça ne va pas se résoudre uniquement par des efforts individuels, isolés. Ça nécessite des choix collectifs avec une action coordonnée aux différents niveaux. Alors, un point qui va être important, là, on vous a listé les causes. Mais c'est clair qu'on ne va pas intervenir de la même manière dans une organisation ou une équipe dans lequel la cause 1, 3, 12, les causes 1, 3, 12 sont présentes. On a intervenu il y a pas longtemps pour une équipe. Son vrai problème, c'était pas un problème de charge de travail. Son vrai problème, c'était que tout devait être super bien fait. C'est-à-dire, il fallait tout faire au mieux, même si c'était pas demandé. C'est-à-dire, le boulot, il vaut 2 heures. Bah, si eux, ils n'avaient pas passé 2 jours, ils trouvaient qu'ils avaient pas assez bien bossé. Moralité, on va prioriser nos actions en fonction des causes qu'on aura identifiées. Hein, c'est clair que dans une entreprise ou une équipe où on sait se dire les choses, on sait se dire non avec talent, bah, ça se passera mieux que dans une équipe où on prend tout, le manager filtre pas et considère que tout ce qui arrive, je dois le faire. Et par rapport à ça, ce que je vous propose, hein, c'est intéressant, c'est on a une journée, imaginons qu'on ait une journée extrêmement remplie. C'est quoi, d'après vous, ce qui fera la différence entre une bonne et une mauvaise journée? Quand on rentre le soir et qu'on nous dit c'était comment, Mm. qu'est-ce qui va faire qu'on va répondre ah c'était chouette ou qu'est-ce qui va faire qu'on va répondre ah c'était la loose? Allez-y, mettez-nous dans le chat, d'après vous, ça serait quoi une bonne ou une mauvaise journée? Une bonne journée, j'ai été utile, dit Sophie, absolument. Hein, c'est une bonne journée. Et on va avoir sur une période des journées plus ou moins bonnes. Les objectifs ont été réalisés, Nicolas, absolument. Hein, j'ai avancé une bonne journée. Hein, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Ah, j'ai fait, hein, Johan, au mieux ce que j'avais prévu. Objectif réaliste, avancer sur nos projets. Et c'est clair que la différence entre une bonne et une mauvaise journée, on en a parlé tout à l'heure, c'est une notion de valeur ajoutée. Hein. Et actuellement, quand j'ai démarré il y a quelques années, hein, on se disait, je suis content si à la fin de la journée, j'ai fait ce que j'avais prévu. Maintenant, comme ça bouge beaucoup, une bonne journée, c'est j'ai malgré tout réussi quand même à faire des trucs qui ont de la valeur et qui sont pas complètement urgents. J'ai pu échanger avec Didier, j'ai pu échanger avec Nicolas, j'ai pu échanger avec Estelle. D'accord? On a pu se poser pour améliorer un truc simple. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire que les ambitions irréalistes qu'on fait jamais. En Mm. France, on est très très bon pour dire on va tout changer, puis il se passe rien. Mm. Mais effectivement, ça va être important. Et par rapport à ça, on va avoir des solutions. Mm. Alors, je vois également dans le chat, hein, d'autres suggestions, Oui, hein. Avancer sur nos projets, j'ai le sentiment d'avoir produit quelque chose de pertinent et reconnu, et aussi la notion d'intégrer l'équipe. C'est-à-dire une équipe, l'équipe est satisfaite de sa journée, et pour ça, c'est une bonne journée.
Alors, vous voyez là toutes les solutions là, qui apparaissent à votre écran. Donc, matrice d'Eisenhower, Pareto, Kanban, Pomodoro, comme disait Jérôme, les Pomodoro. to-do, l'organisation hebdo, etc. Tous ces outils, c'est utile. C'est même parfois indispensable. Ça aide à structurer, ça aide à s'organiser, mais ils ont quand même une limite majeure. Et ils partent du principe que le problème est individuel ou technique. Or, on l'a vu, l'urgence permanente, c'est un problème systémique. Donc ces outils vont permettre de mieux gérer le flux, mais ils vont pas changer le flux en lui-même. C'est comme essayer en fait de décoper un bateau qui prend l'eau avec un seau. Ça peut aider temporairement, mais si on répare pas la coque, ça va mal se terminer. Et finalement, en fait, réaliser des tâches, c'est pas la même chose que créer de la valeur. Ça, c'est super important. C'est là où on a le cœur du problème. On peut cocher des cases, on peut remplir des tableaux, on peut suivre des process. Si tout cela ne contribue pas à une vision claire, une stratégie partagée, on reste dans l'illusion de l'efficacité. L'illusion de l'efficacité. L'enjeu, c'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Donc, parce que l'urgence permanente, c'est souvent le symptôme d'un manque de clarté sur ce qui est vraiment important. Alors oui, les outils vont aider à avancer, mais ils vont pas remplacer une réflexion collective sur le sens et les priorités. Un petit mot sur l'IA, dont forcément beaucoup de projets qui tournent autour de l'IA en ce moment. D'un côté, on a une IA qui est libératrice de temps, grâce à la réactivité, à sa rapidité, sa capacité à analyser les données massives et à anticiper. L'IA peut prendre en charge un certain nombre de tâches répétitives ou chronophages. Elle va accélérer, filtrer, préparer l'information. Très bien. Ce qui va permettre aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais attention, l'IA ne va pas remplacer l'humain. Elle ne fait qu'amplifier le potentiel, car c'est bien l'humain qui va créer la valeur. La relation de confiance, la créativité, l'innovation, la fiabilité, l'indépendance, tout ça, ce sont des qualités qui doivent rester au cœur de notre action. Il y a un mot qu'on aime beaucoup chez ICOS et Changestorming, c'est l'incarnation. L'humain va incarner. Il va décider, il va résoudre. C'est lui qui va donner du sens. C'est lui qui va prendre les décisions stratégiques. L'IA, donc, c'est pas une solution magique, c'est un outil puissant. L'idée, c'est bien de mettre en avant notre valeur ajoutée. Alors, vous voyez, on va retrouver la notion de build, de sortir de l'urgence, hein. On accompagne beaucoup de collaborateurs actuellement qui ont été formés à un outil Copilot, Gemini, ChatGPT. Ils ont été formés et puis plus rien. Donc, bah, certains avancent sur des cas d'usage et puis d'autres, bah, ils ont fait un prompt U2 et puis ils se sont arrêtés. Pourquoi? Bah, parce qu'on confond déployer l'outil avec atteindre les objectifs qui étaient fixés grâce à l'outil. Parce qu'un outil, si vous achetez une tondeuse dans un magasin, bah, vous la rangez dans votre garage, il se passera rien. Et donc, ce qui va être important, ça va être de retrouver ces moments dans lesquels on n'est pas dans l'urgence et dans lesquels on peut avancer, progresser, etc. Et par rapport à ça, comme l'a dit Didier, on va intervenir à 4 niveaux. Alors, quand on intervient, par exemple, sur une équipe, hein, on est soi-même dans les 4 niveaux. Moi, en tant que personne, moi avec d'autres personnes, comment je m'organise et comment je vais gérer mes propres projets. Mais à un moment donné, même si moi, en tant que personne, je m'organise, je sors de l'urgence, si toute l'équipe court, si l'organisation est, est défaillante et qu'on a là-haut des gens super bien intentionnés qui lancent plein de trucs sans jamais regarder si on a la capacité de les faire, eh ben, moi, je vais pouvoir m'améliorer, moi, à mon niveau individuel, mais ça ne changera rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous détailler différents éléments qu'on pourra mettre en œuvre selon les différents niveaux. Mais il y a une démarche. Et Didier, je te laisse la main pour la Oui, démarche. très vite, hein, c'est une démarche, je pense que vous connaissez tous, mais classique, mais qui a fait ses preuves, hein. D'abord, partir d'un diagnostic de l'existant, hein, quel que soit le niveau. Ensuite, pouvoir identifier des quick wins, hein, pour sortir rapidement l'urgence et identifier des solutions à très forte valeur ajoutée. Euh, Après, bâtir le plan d'action, donc quelque chose de plus long terme, et puis enfin ancrer et améliorer ces évolutions. Alors, un point au niveau individuel, on va retrouver l'aspect de valeur ajoutée. Vous voyez, c'est intéressant parce que quand on fait un tour de table, on a beaucoup actuellement de formations sur réussir ses priorités, s'organiser dans un monde qui bouge, etc. Et au tour de table initial, c'est je voudrais aller plus vite, je voudrais faire plus de tâches, je voudrais être plus efficace. Alors que non, le but, c'est de créer plus de valeur. Et quand on demande aux participants, c'est quoi tes 3, 4 ou 5 actions à valeur ajoutée que tu devrais retrouver dans tes journées, semaines ou mois, beaucoup, c'est bah, ils ont du mal à identifier sur quoi ils devraient aller.
C'est ce que tu disais, Didier. Si on a un outil, ça dépend comment on s'en sert. Et puis aussi, développer, et je vais rentrer un petit peu dans le détail, passer de c'est urgent, je réagis, à c'est urgent, je mets en place des actions pour éviter de courir. Deuxième niveau qu'on va avoir, donc c'est au niveau individuel, on va avoir le niveau équipe. Comment je bosse avec d'autres personnes, comment ça va se passer. Parce que on parle de collaboration, de coordination et de coopération, mais ça, on le fait tous au pied du mur. Se rencontrer pour collaborer, coopérer sur un problème actuel, ça, toutes les équipes le font. Mais très peu d'équipes collaborent et coopèrent sur améliorer le jeu, tirer enseignement de ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours un problème en cours qu'on va devoir gérer. On parle beaucoup de management à distance, de travail à distance, mais être au même endroit et se voir uniquement à la machine à café ou en passant dans le couloir, ça sert à rien de venir au bureau si on travaille tout seul. Donc c'est là où on va travailler au niveau individuel et collectif. Et par rapport à ça, ce qui va être important, et si on regarde ce qui fait la réussite d'une formation, il y a 4 niveaux. La réaction, on a passé un bon moment, c'était sympa, c'était chouette, le formateur était bien, mais ça s'appelle du team building. On a été courir dans la forêt, on a fait du karting, on a fait de l'escape game, mais ça n'apporte rien. Il va y avoir après l'aspect apprentissage. J'ai appris des trucs où ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées, où ça a mis des mots sur ce que je faisais déjà. Et ça, c'est important, parce que moins il y aura d'écart, plus il y a des chances que ça soit mis en œuvre. Et l'apprentissage, c'est pas savoir, c'est être capable de. Mais le plus important, c'est le transfert. C'est je vois comment je vais faire concrètement, actuellement, dans ma situation, de façon à ce qu'on atteigne des résultats. Et on voit bien, moi, combien j'ai de participants. Ah oui, la matrice d'Eisenhower, on me l'a montré. Et alors? Ah bah voilà, on me l'a montré. Bah cool. Mais montrer, c'est pas être capable de. Et ça va être important. Et je vous montre un exemple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est des spécialistes de la gamification. À un moment donné, dans nos actions de formation, ça c'est l'exemple d'un jeu qu'on a créé et qu'on utilise depuis des années pour pas mal de nos clients. On va faire vivre à nos participants ce que c'est que d'être dans l'urgence. Pourquoi? Parce que le fait de le vivre ensemble va permettre d'avoir une base qu'on va pouvoir ensuite exploiter. Donc, on a plusieurs modalités, mais ça permet en équipe de voir la différence entre urgence ou pas urgence. Une fois qu'on a fait ça, on va débriefer, on va tirer enseignement, on va voir ce que ça donne. Et on va par exemple travailler sur le fait que effectivement, bah, dans l'urgence, on a tendance, si on ne fait pas attention, à on m'appelle en disant viens vite, c'est urgent, j'arrive. Je, plus je réponds rapidement à des mails, plus j'en reçois. Pourquoi? Parce que j'habitue l'environnement à être réactif. Alors, si on est des pompiers, c'est normal qu'on soit réactif. Mais quand on appelle les pompiers, ils ne vous envoient pas automatiquement un équipage. Ils savent bien que dans l'urgence, la majorité des gens prennent pas le temps de penser, de prioriser, etc. Les pompiers mettent en place des stratégies qu'on va travailler. Et voilà un exemple de ce qu'on travaille. Alors, je vous montre la version rapide parce qu'on prend du temps et c'est intéressant parce que quand on a nos apprenants après, parce qu'on fait toujours du suivi, ils nous disent véritablement maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise pour faire ça, ça se passe mieux. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important quand il y a plus de choses à faire que d'être à l'aise pour bien savoir dire non. Voilà, il est 15 heures, votre interlocuteur vient vous voir, vous appelle et vous demande de l'aide, hein, et il vous dit, il me faut tout et tout de suite. Voilà. Et vous avez beaucoup de travail. Bah, se planter avec talent, on y arrive assez bien. Et si on regarde, on va retrouver plusieurs comportements. Ces comportements, on va avoir par exemple la confrontation. Je préserve mon temps, mais je perds la relation. Non, non, c'est pas à moi de le faire, débrouille-toi. On va avoir la conciliation. Bah oui, j'arrête ce que je suis en train de faire, t'inquiète, je vais t'aider, hein. Moralité, l'autre est content, mais moi je prends du retard. Il y a le compromis. Bah oui, bon alors je vais pas te faire sur les 5 dernières années, hein, ça tirait sur 2 ans. Et puis, il y a l'évitement, oui, oui, laisse, je vais m'en occuper, sachant pertinemment qu'on ne le fera pas. Moralité, ces 4 comportements, qui sont temporairement efficaces, vont être sur la durée extrêmement inefficaces. Et donc, c'est pour ça que ça va être important de travailler sur être à l'aise pour bien dire non, en préservant son avenir, son emploi et sa relation professionnelle. Et un chef de projet, un manager, un collaborateur qui n'a pas développé cette compétence, eh ben, il est mal barré. Et donc, comment on va faire? On va travailler tout simplement sur, voilà, savoir bien dire oui. En France, on est les rois du non, non, non. Ben non, dire oui. Et on va bosser sur le fait que le problème, c'est la demande, c'est pas la personne.
On va faire comme dans les hôtels de luxe ou dans le commerce. Le client a toujours raison de demander. Bah, il aura en fonction de ce qu'on a, ce qu'il est prêt à payer. Et c'est là où, au lieu de dire tout de suite oui ou tout de suite non, on va travailler sur clarifier la demande. Partant du principe que dans l'urgence, la plupart du temps, l'interlocuteur ne précise pas. Attends, dis-moi en plus, t'en as besoin pour quand, t'as besoin de quoi et pourquoi. Et c'est là où je vais pouvoir, est-ce que ça fait partie de ma valeur ajoutée ou pas? Est-ce que je peux dire oui? Est-ce que je peux dire non? Et puis c'est là où, ayant plus d'informations que la demande initiale, qui en général est floue, voire je peux dire, bah, écoute, je regarde et je te rappelle dans une demi-heure, ça va me permettre d'arriver à trois conclusions. Le oui conditionnel, oui, je peux te faire ça pour la fin d'après-midi, oui, je peux t'en faire un bout, oui, je peux te montrer. La négociation. Alors moi, je veux bien tout à fait le faire. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on décale ça, ou qu'on sous-traite ça, ou qu'on reporte ça, ou qu'on fasse moins ça. Et éventuellement, le refus. Mais on va refuser la demande et pas la personne. C'est pas que je ne veux pas, c'est je ne peux pas. Alors, je vous le présente de façon théorique, hein, mais ce qui est important, c'est de le travailler. Et on le travaille plusieurs fois pour que ça devienne une nouvelle habitude. Moralité, hein, quand quelqu'un vient avec ça, et c'est un cas réel, hein, c'est un cas réel de personnes qui avaient l'habitude, quand on leur demandait ça, d'envoyer toutes les données disponibles. J'y reviendrai plus tard. Moralité, au lieu de créer de la valeur, il y avait zéro valeur. Parce que quand vous recevez toutes les données disponibles, pour vous, votre interlocuteur, il vaut rien. Et donc, par rapport à ça, l'objectif va être progressivement d'arriver, OK, il y a une demande imprévue, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ma croyance, c'est il faut absolument que je clarifie. Je passe en système 2. Un système 1, c'est système automatique. Système 2, c'est le système où je réfléchis. Je pose des questions. Attends, dis-moi en plus, c'est quoi, c'est pourquoi. Moralité, je sais quoi et pourquoi et comment, ou je ne fais pas. Moralité, ça consolide ma croyance que quand c'est urgent, bah, c'est important de prendre le temps de clarifier quel est le degré d'urgence. Et c'est ce que font les pompiers, c'est ce que fait le SAMU quand on les appelle. Il y a des gens qui filtrent, hein, justement parce qu'ils savent que dans l'urgence, on est tous un peu sous stress. Et ça va être important. Alors juste pour conclure, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que dans un monde où il y a plus de choses à faire que de temps disponible, paradoxalement, si j'essaie de toujours tout faire à la dernière minute, mon environnement n'aura pas l'impression que j'ai de la valeur vu que je suis tout le temps disponible. Donc ça va être important de façon, alors on va travailler ça différemment, hein, de retrouver cette capacité à retrouver du temps à valeur ajoutée. Alors ça, c'est individuel, mais c'est pas suffisant. Alors en conclusion, et je te passerai la main, Didier, deux exemples. Hein, on intervient depuis des années chez le leader français dans le monde du bricolage. C'est vraiment une boîte très sympa, une vraie culture relationnelle, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, hein. Ils sont pas leaders pour rien. Sauf que, bah, comme on est dans la distribution, en magasin, en entrepôt, bah, ils sont tout le temps en train de courir. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait saturation, turnover, etc. Donc, on travaille avec eux depuis des années sur 2 jours, on vit des expériences, on met en place des choses, puis un mois après, à distance sur Meet, on fait un retour, et c'est extrêmement efficace parce que ça leur permet réellement de retrouver de la bande passante et de sortir de l'urgence. Deuxième exemple, très rapidement, une direction comptable et financière. Des gens extrêmement sympathiques qui aiment leur travail et qui partaient du principe qu'il faut tout bien faire. Mais comme ils étaient de direction comptable et financière, tout le temps en clôture, tout le temps en échéance, jamais disponibles, et au bout d'un moment, les gens de l'entreprise se disaient, bah, puisqu'ils sont jamais disponibles, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sous-traiter et faire appel à une IA? On les a fait bosser sur sortir de l'urgence, retrouver de la valeur ajoutée et progressivement mettre en place des ateliers qui leur ont permis d'absorber les évolutions du métier et d'être beaucoup plus dans la valeur ajoutée. Bon, voilà, c'est pour vous montrer Mm. hein, que c'était un exemple. Didier, je te passe la main. Merci Jérôme. Et effectivement, donc si on monte un petit peu plutôt on parcourt notre cercle hein, des différentes dimensions, là on arrive maintenant au niveau organisation. Bien entendu, tout ce qu'on va voir là, ça n'a de sens que si on prend en compte aussi les améliorations à apporter côté individu et côté équipe. Alors, première possibilité pour améliorer son jeu collectif, c'est de pouvoir faire un diag multiniveau. Multiniveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir regarder en termes de process, enfin même en termes de mode opératoire, outils, process, interaction, management, en montant jusqu'à la culture et la stratégie, de pouvoir faire une analyse en profondeur, parce qu'une analyse superficielle, on ne peut pas s'en contenter,
pouvoir faire cette analyse en profondeur sur les flux de travail, les outils utilisés, et puis la charge réelle aussi, et surtout les points de tension hein, systémiques qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que souvent, un problème local est souvent le symptôme d'un dysfonctionnement beaucoup plus large. Deuxième élément, la gestion des interactions et la sollicitation inter-équipe. Ça, dans une organisation, les équipes ne travaillent pas en silo. Elles sont constamment sollicitées par les différents services sur d'autres projets, sur d'autres priorités. Donc le défi, c'est vraiment de clarifier et d'arbitrer correctement les sollicitations sur la base de critères factuels. On va revenir dans un exemple, dans un but de gagner en efficacité de manière collective. Ça veut dire aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Ça veut dire prioriser collectivement et éviter que certaines équipes ne deviennent les pompiers de service de l'organisation. Troisième point, l'évaluation de la charge. Il y a quand même un aspect capacité à faire. C'est toujours très difficile d'évaluer sa charge. Et souvent, on a tendance à aller sur le précisément faux. Alors que l'intérêt, et surtout là où on peut voir des progrès, c'est plutôt viser le globalement juste en termes d'estimation, d'évaluation de charge. Euh, Exemple qui est possible de mettre en place, c'est associer hein, des tailles de t-shirt à certains projets ou certaines tâches, ce qui va permettre aussi de pouvoir dimensionner la capacité à faire au niveau d'une équipe ou au niveau d'une organisation. C'est simple, pratique opérationnelle et ça parle à tout le monde. Côté gouvernance, on l'évoquait en introduction, premier sujet, ça va être réduire l'empilement des projets. On a une réalité simple. Une organisation a une capacité limitée d'absorption. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, la clé, c'est déjà de passer d'une vision projet à une vision cartographie de projet, pouvoir les mettre à plat pour identifier et se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Clarifier les bases selon lesquelles on va arrêter, décaler un projet ou arrêter de lancer les projets. En fait, ce sont les critères de décision qu'il faut clarifier. Prendre des décisions explicites sur le portefeuille projet, c'est crucial. Ça signifie donc de définir clairement sur quelle base on va pouvoir décaler, avancer ou ne pas lancer un projet. Donc, exemple, est-ce que le projet est aligné avec nos priorités stratégiques? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour le mener à bien maintenant? Est-ce qu'on a un impact potentiel? Je suis toujours assez sidéré dans certaines organisations où on passe de voir qu'il y a pas d'études, pas de vérification de l'alignement stratégique d'un projet ou tout simplement du retour sur investissement d'un projet avant de le lancer. Troisième point, pouvoir redonner de la lisibilité au projet. On a établi une hiérarchie claire, enfin, il faut qu'on puisse établir une hiérarchie claire à ses priorités et de pouvoir les communiquer à tout le monde. Il faut que tout le monde dans l'organisation soit à même de comprendre pourquoi tel projet est prioritaire et sur quelle base on a décidé qu'il était prioritaire. Cela permet aussi d'éviter les malentendus et puis permet aussi d'arbitrer les futurs projets, positivement ou négativement. Ça permet aussi de réduire les conflits de priorité entre les différentes équipes. Et puis donc finalement de se concentrer sur les projets à plus fort impact. Un exemple d'intervention, on est dans une grande entreprise européenne du secteur de l'énergie, dans une équipe d'environ 3000 personnes, avec une petite équipe euh, parmi ces 3000 personnes, hein, donc une trentaine de personnes qui est dédiée au projet, directement rattachée à la direction générale. C'est le point d'entrée unique pour tous les projets. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est pas poser la question de savoir qu'est-ce qu'un projet. Donc finalement, on a une sorte de goulot d'étranglement hein, qui est un petit peu en souffrance. Et malgré tout, hein, son cœur de mission, c'est de dire, enfin, c'est de pouvoir répondre présent sur la gestion des projets. Donc forcément, tout ne passe pas bien. Donc l'enjeu, c'est comment on peut mener à bien tous les projets qui doivent l'être avec cette équipe sans l'épuiser. C'est là qu'on doit mettre en place finalement une démarche pour les aider. On doit en fait mener un projet pour cette démarche. D'abord, pouvoir définir une sorte de vision, enfin même la vision, hein, souvent avec trois, trois éléments, donc la raison d'être, l'ambition et puis les moyens à mettre en place. Puis cadrer les besoins, hein, donc définir ce qu'est un projet, c'est la base, clarifier ce qui relève du périmètre de l'équipe, de ce qui ne l'est pas, et se poser la question de la valeur ajoutée de l'équipe. Où se situe la valeur ajoutée de l'équipe? Ce qui va nous permettre derrière de définir des critères d'intervention de cette équipe. En l'occurrence, cette équipe,
elle a privilégié, donc, dans ses critères d'intervention, le niveau de complexité des projets, qui était le critère principal, pour dire finalement, cette équipe, vous pouvez lui adresser des projets d'un certain niveau de complexité, et puis donner des abacs assez simples pour qu'on puisse définir le niveau de complexité, et également les projets à fort ROI, ce qui permet aussi de sécuriser ces projets à la fois à fort risque et puis à fort enjeu. Donc, on le voit bien, hop, et là, j'avance un petit peu trop vite. Et comme moi, ouais. Euh, Ça nécessite donc ce n'est pas en le définissant ainsi, en le décrétant que ça va fonctionner, ça nécessite vraiment une démarche projet approfondie, avec des aspects de transformation, de conduite du changement. Ça veut dire qu'on va pouvoir actionner les leviers classiques de la conduite du changement à travers la communication, les sponsors, l'appui des directeurs, qui doit comprendre sous quelles conditions et selon quels critères on peut adresser des projets et à cette équipe, toujours dans le souci de bien traiter ce qui est important pour l'entreprise, pouvoir avoir des relais opérationnels, pouvoir faire monter en compétence des chefs de projet au niveau des différentes directions pour qu'ils soient hum, autonomes sur des projets à moins forte valeur ajoutée, mais qui restent nécessaires, et de pouvoir accompagner ces équipes via l'animation d'une communauté pour pouvoir également les faire monter en compétences et mettre en place une démarche commune. Donc le résultat, c'est quoi? C'est une organisation, une gouvernance projet revue et non l'inverse. L'idée, c'est bien de remettre la valeur ajoutée des équipes au centre du jeu. Alors, juste si je reprends nos deux exemples communs, hein, c'est intéressant parce que on a vécu le même exemple, mais nous, on a eu l'équipe, on a bossé avec les personnes et le manager, mais notre mission, c'était de renforcer l'équipe et le manager. Alors que toi, tu as eu l'ensemble enfin, tu avais accès à l'ensemble du système, ce qui a permis de Mhm. travailler, pas Ouais. simplement améliorer l'individu de l'équipe, ce qui est déjà énorme, hein, parce que pour que ça fonctionne, il faut aussi que chaque personne monte en compétence, en capacité ou en prise de conscience. Alors, ce qu'on vous propose, hein, on pourrait faire des diagnostics extrêmement détaillés, mais on va avoir ces quatre niveaux. On va avoir par exemple deux états des lieux qu'on peut faire par rapport à l'individu, deux par rapport à l'équipe, deux par rapport à l'organisation et deux par rapport à la gouvernance. Mais ce qu'on vous propose pour ce webinaire, vous allez nous mettre dans la conversation les trois les plus répandus dans votre environnement. La première lettre sera celle qui est la plus répandue. Puis la deuxième, celle qui est un peu derrière. Et la troisième, celle qui est un peu après. Autrement dit, ça peut être G, B, GBC. C'est-à-dire, mettez-nous en priorité les trois que vous avez le plus dans votre environnement, sachant que les huit sont présents. Ça donnerait quoi, votre tiercé? Mettez les lettres et on vous fera un retour. Hein, vous avez plutôt quoi dans votre environnement ou dans l'environnement dans lequel vous travaillez? Alors, EFG. D'accord, donc on est vraiment sur organisation et gouvernance. D'accord? A, A, G. Oui, alors, le A, voilà. Alors voilà, ça passe vite, on a du A, on a du C, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous fera un retour. Ah, il y a Nicolas qui a quand même mis 4 après tout, hein. Hein, quand tout est priorité, rien ne l'est, mais 4 sur 8, c'est déjà une priorisation. Voilà, donc ça passe rapidement, on reprendra ces éléments et on vous communiquera suite au webinaire finalement ce qui ressort le plus. Alors bon, c'est un sondage, somme toute, sur une petite population, mais une population de gens qui sont rendus disponibles sur ce sujet, donc c'est important. Donc là, on arrive vers le bout du webinaire. Ce qu'on vous propose pendant que Didier présente les deux derniers slide, notez vos questions. Est-ce qu'il y a des points, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne ou qu'on approfondisse? Hein, c'est l'occasion lors d'un webinaire. Donc en conclusion, donc pour sortir de l'urgence permanente, c'est possible. On a vu, il y a des actions qu'on peut mettre en place simples. Avant tout, euh, c'est un choix organisationnel, c'est un choix qui doit être conscient, c'est un choix qui doit être structuré. On ne peut pas décréter au niveau de l'individu ou d'une équipe le fameux bah, débrouillez-vous, organisez-vous mieux. Donc il faut agir au bon niveau,
Il faut agir de manière effectivement cohérente sur les quatre dimensions, donc l'individu, l'équipe, l'organisation et la gouvernance. Et ça va dépendre aussi de là où vous en êtes sur votre organisation. Il y a très certainement hein, des dimensions sur lesquelles il y a davantage de besoins d'accompagnement. À partir d'un diagnostic sur ces différentes dimensions, l'objectif, c'est de pouvoir partir de ce diagnostic, s'appuyer sur ce diagnostic pour proposer une méthodologie éprouvée, une démarche cohérente et un regard extérieur structurant pour vous aider à sortir de cette urgence permanente. Alors, dernier point, hein, et oui, non, Didier. Ah oui, vas-y, Voilà. je reviens là. Dernier point. Voilà. Donc, alors, quelle est la première chose qu'on devrait arrêter de faire pour réellement sortir Ah du oui. mode urgence? J'allais le dire, on constate de plus en plus. Vous voyez, chez Ecos Concept, on fait des formations management, on fait des formations travail en équipe, on fait des formations, mais on fait que de l'intra-entreprise. C'est-à-dire, on n'a que des personnes de la même entreprise, soit des équipes réelles, soit des gens qui viennent de la même organisation. Et maintenant, dans pratiquement toutes nos formations, hein, conduite de projet, réussite des changements, etc., on va mettre une séquence sur sortir de l'urgence. C'est déjà prendre conscience que la réactivité, l'urgence, c'est bien, mais à un moment donné, pour réussir dans les années qui viennent, être capable de sortir du flux va être important. Dans un monde hyper connecté, être capable de se déconnecter, c'est ce qui va faire la différence. Qu'est-ce que tu en penses, Didier, sur la première chose à faire? Oui, bien entendu, après nous avoir contactés, forcément, mais la première chose, effectivement, c'est d'avoir une prise de recul par rapport à nos pratiques, pouvoir se poser la question, euh, au-delà de nos pratiques individuelles, au-delà de nos pratiques d'équipe, de pouvoir avoir cette vision un peu globale qui va nous orienter vers les leviers à activer. Alors, Sophie dit, si nos besoins concernent toutes les sphères, comment peut-on faire, individu, équipe? C'est important d'avoir une phase de diagnostic et qui va permettre, un peu comme une pelote de laine hein, dans l'approche systémique, de définir quelles sont les actions qu'on va mobiliser de façon à ce qu'il y ait une amélioration, hein, parce qu'on voit bien que ce qui va être important quand on commence à bouger, c'est d'avoir des gains rapides qui montrent que progressivement on reprend la main sur l'urgence. Alors le but n'est pas du tout qu'il y ait plus d'urgence. Hein, mais c'est de confondre, si on est dans l'urgence et la réactivité permanente, comme le tu disais tout à l'heure, Didier, on joue le match, mais on va se cramer. Le but, c'est de jouer la saison, hein, c'est de jouer sur la durée. Et d'ailleurs, les sportifs le savent bien, hein, ils sont pas tout le temps dans l'action, sinon ils pourraient plus. Les militaires le savent bien, les pompiers aussi. Enfin, ces gens sérieux, ces gens qui sont des professionnels, ont bien des moments où ils sortent de l'urgence. Et ben, dans les entreprises, dans les organisations, courir, c'est bien. Savoir où on court. Je me rappelle, il y a des années, je suis intervenu pour un client qui m'a dit, votre mission, Jérôme, c'est nous apprendre à trouver la cible avant de tirer, parce qu'on part dans tous les sens. Et c'était ça, hein, si on se disperse, on fait du bruit, on s'épuise, mais on n'avance pas forcément. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Oui. on va faire ce qu'on a dit, on va être efficace. Allez, encore deux, trois minutes, dites-nous s'il y a une question ou s'il y a un point. Et si vous voulez nous contacter, alors, vous pouvez contacter Didier ou moi. Si c'est plutôt intervenir au niveau individuel, au niveau d'équipe, sur des sujets autres que la chefferie de projet, vous contactez Mm. plutôt Ecos Concept et on travaillera avec Chain Storming. Et puis, c'est plutôt au niveau des process, d'organisation d'un projet en cours, vous contactez Chain Storming, on interviendra quand on aura de la valeur ajoutée. Oui, la valeur ajoutée, c'est un des mots-clés, hein. C'est tout à l'heure pour revenir sur la question, hein, qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire pour réellement sortir du mode de l'urgence? Mais il y a aussi ce qu'on doit commencer à faire, c'est se poser la question sur notre valeur ajoutée. Dans les formations managériales, on démarre souvent, moi je démarre souvent en disant, et ça fait partie de nos programmes, c'est quoi la valeur ajoutée d'un manager? Pourquoi est-ce qu'une organisation met un manager dans une équipe? Et c'est impressionnant le nombre de managers expérimentés qui ont du temps, qui te prennent du temps pour faire, je vois ce que je fais, mais finalement, c'est quoi ma valeur ajoutée? Et au bout d'un moment, ils se disent, mais je passe mes journées à faire autre chose que ma valeur. Pareil pour des commerciaux, combien de commerciaux passent leur temps à gérer des problèmes internes au détriment de la prospection et de l'accompagnement? Il y aura toujours de l'interne, mais c'est comment est-ce qu'on va faire? Alors, une dernière question.
Comment savoir si l'organisation de l'urgence est un problème de priorisation, de capacité ou de gouvernance? Eh ben, il faut regarder, il faut ouvrir le capot, il faut regarder ce qui se passe dans le moteur. Et peut-être que c'est trois fois rien. Il y a des fois, c'est trois fois rien. Et peut-être que c'est lourd, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions très rapides qui peuvent amener du retour sur investissement rapide. Et c'est ce qui Mm. manque, hein, actuellement dans beaucoup d'équipes. Je vois également, donc ça fait une pause dans les urgences et on voit qu'on n'est pas tout seul. Voilà, merci beaucoup pour ce petit commentaire sympa. Alors, c'est ce que Mm. disent pratiquement tous les participants qu'on a dans nos séminaires, formations, accompagnements. Je pensais que j'y arrivais pas, que j'étais seul, mais non, c'est tout le monde. Alors, c'est pas satisfaisant parce que après, ils enchaînent en disant maintenant, je vois bien comment je peux faire pour que ça se passe mieux, hein. Mais oui, oui, on est tous dans le mode urgence et si on met pas en place des actions, le risque, c'est de perdre beaucoup de personnes motivées qui vont se dire, bon, tous les jours, s'il y a des problèmes, je vais aller voir ailleurs. Le turnover, c'est aussi ça. Mm. Voilà, il est 12h21. Merci à vous de vous être rendu disponible. On va Merci vous beaucoup. envoyer très rapidement les synthèses de ce que nous avez dit, plus les bonnes planches de notre webinaire. Donc, Mm. si vous avez des questions, des besoins aussi, connaissez des personnes que ça pourrait aider, eh ben, écoutez, vous N'hésitez avez nos pas. coordonnées. Et puis, bon, on vous souhaite Voilà. un bon week-end et beaucoup de temps non Mm. urgent à valeur ajoutée. Merci. Merci beaucoup à tous, merci à tous les participants, merci également, merci spécial également à Sophie et Nicolas de Change Storming et d'Eikos qui nous ont aidés à réaliser ce webinaire.